Faut-il suivre William Higgins et son équipe et investir dans Jumbo SA? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de ce fabricant de jouets grec. Alors pas fabricant, c'est plutôt la vente au détail de jouets grec. Elle est dans le top 10 des sociétés cotées à la bourse athénienne. Donc le cours est au plus haut absolu quasiment. Est-ce que c'est encore le moment de rentrer sur cette action? On va regarder ça ensemble. Alors, croissance du chiffre d'affaires, on se met en variation annuelle sur les 12 derniers mois glissants. Hop, on a que la publication de 2024 en réalité. Donc, on est sur, en médiane, une croissance de 9,4%, ce qui est plutôt pas mal. Et sur 2024, on a fait 6,3%. Donc, il y a quand même eu un ralentissement après quand même 3 années de forte croissance. Là, ça ralentit un petit peu. Il faut essayer de voir pourquoi est-ce que ça ralentit. Est-ce que c'est le marché qui ralentit globalement? Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Ou est-ce que l'entreprise est en train de perdre des parts de marché? C'est la croissance organique, apparemment, d'après l'outil qu'ils utilisent. Ils peuvent se tromper également, mais il n'y a pas d'acquisition. Bon. Bonne croissance. Est-ce qu'on a une hausse des marges avec cette croissance? Oui. On a une hausse du taux de marge brute en 10 ans. Excellent. On a une hausse du taux de marge d'EBITDA qui est encore plus rapide que la hausse du taux de marge brute. Donc, c'est-à-dire qu'on dégage de l'efficience opérationnelle supplémentaire par rapport au taux de marge brute. Donc ça, c'est excellent. Et pareil pour le taux de marge net, on est quasiment au plus haut absolu. Donc, c'est une boîte qui est très, très, très bien gérée. Taux de marge net à 28%. C'est assez exceptionnel, hein, surtout vu l'industrie dans laquelle opère l'entreprise. Impressionnant. Ensuite, conversion des bénéfices nets en free cash flow. On a des free cash flow qui sont plus bas que les bénéfices nets pour 1,4 milliard. Alors, est-ce qu'on a un BFR négatif sur cette entreprise? On est à BFR positif, malheureusement. Est-ce qu'il y a une amélioration? Pas vraiment. Donc, ça c'est dommage, hein, mais après c'est normal. Hein, la nature de ce business fait que... Alors, normalement, les distributeurs, ils sont plutôt à BFR négatif, mais là, c'est un distributeur plus spécialisé. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas en BFR négatif. Bon, c'est pas si grave que ça. Si on regarde la dépréciation amortissement face aux dépenses en capital, pardon, on est sur des dépenses en capital plus élevées pour 800 millions par rapport aux dépréciations amortissement. Est-ce qu'il y a des other cash items? Il y en a pour moins 82 millions. Donc, c'est dépenses cash par contre, du coup, vu que c'est en négatif. On est sur voilà, à peu près l'écart. Et vous avez à peu près l'explication de l'écart qui est ici. Après, à vous de faire le taf dans le tableau de flux de trésorerie pour savoir, pour avoir les cœurs nets. Pour valoriser l'entreprise, si on veut être conservateur, on utilisera plutôt les free cash flow. Et si on est endetté, on utilisera plutôt la valeur d'entreprise sur EBITDA. On verra ça tout à l'heure. D'abord, on passe en revue la rentabilité opérationnelle. On est sur une rentabilité opérationnelle calculée via le rendement des capitaux investis à 12%, ce qui est plutôt bien en médiane. Et sur les 2 dernières publications, les 2 derniers semestres, on est au-delà de 20%. C'est exceptionnel. Excellente rentabilité opérationnelle. Donc ça leur permet de dégager du cash de façon assez grandiose, assez colossale. Donc là, ils vont pouvoir se désendetter s'ils sont endettés, rémunérer l'actionnaire, faire des acquisitions. Donc là, c'est super. Niveau, c'est pas ici, c'est niveau dette net. On est cash net, donc excellent. Alors qu'est-ce qu'ils font de ce cash? D'une part, ce cash, ce qui est bien, c'est qu'ils génèrent des intérêts de placement, 337 millions sur 10 ans, donc c'est toujours ça de prix. Et après, est-ce qu'ils le rendent aux actionnaires ou est-ce qu'ils font des acquisitions? Parce que si ça sert à rien de faire dormir du cash au bilan, c'est un coût d'opportunité pour les actionnaires. Donc, faut voir ce qu'ils en font. Apparemment, il n'y a pas d'acquisition sur ce qu'on voit ici. Donc, est-ce qu'ils le rendent aux actionnaires? On va regarder ça. Donc, on se met le free cash flow, dividende, le niveau des actions, le rendement d'actionnaire. Le rendement d'actionnaire à 6,4%. Excellent. Alors, le dividende, il a 220 millions, comme des free cash flow 234. C'est un peu limite, oui, sauf que vous avez quand même, vous avez combien d'années de dividendes en réserve? Vous avez quand même 1 an et demi de dividendes en trésorerie. Donc ce dividende-là, ils peuvent le verser. Surtout que le free cash flow, ils sont peut-être un peu bas. Si on normalise et qu'on se met une médiane de free cash flow, on a 220 millions. Bon, donc là, je pense qu'il y a quand même, ils puisent un peu dans la trésorerie pour payer ce dividende. Bon, en tout cas, ils vont bientôt le faire. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit durable à ce niveau. Ils vont peut-être devoir aller le réduire un petit peu quand même si les free cash flow restent autour des 230 millions.
Ils vont pas le maintenir à ce niveau-là une fois que la trésorerie aura été, entamée. Donc à garder en tête. Après, ils ont racheté des actions, de façon colossale, hein. Ici, là, colossale, peut-être ça dépend de l'échelle qu'on regarde, hein, quand même. Ils ont racheté peut-être 2 des actions sur un semestre. Donc, est-ce qu'ils ont annulé ces actions? Je pense que vu le niveau qu'ils ont racheté, je pense qu'ils ont quand même annulé, mais il faut vérifier. Tout ça vous donne un rendement d'actionnaire de 6,4 ce qui est quand même, pas mal, hein, qui est pas mal. Je pense qu'un niveau soutenable de rémunération d'actionnaire, ça sera, à 4,5 hein, maxi. Au-delà, on n'aura pas forcément les free cash flow pour le payer. Donc c'est quand même pas mal, hein. Ensuite, la valorisation, on va se mettre en price to free cash flow. Hop, on va enlever ceci. Alors, là, on est quand même surcoté maintenant, hein. On est sur une médiane de 15,3 sur 10 ans, ce qui, soit dit en passant, c'est pas franchement donné non plus, hein. C'est 15, c'est au-delà de 15, ça commence à être cher, hein. Donc là, on est un peu chèrement valorisé quand même sur Jumbo. Est-ce que les autres multiples sont plus bas? En PE, on est au-dessus de 10 quand même. C'est un peu, et puis on a les free cash flow qui sont quand même, plus bas que les bénéfices nets. Donc cette métrique, elle gonfle un peu elle valorise bien l'entreprise. Et si on se met en VE sur EBITDA, on a 8 au-dessus de la médiane à 7,4. Bon, donc conclusion sur Jumbo SA, je pense qu'il y a quand même un bon momentum là. L'action commence à être bien valorisée. Pas cher non plus, mais elle commence à être bien valorisée. Donc, bon, le timing n'est peut-être pas opportun. Maintenant, vous avez quand même à ce niveau-là une rémunération d'actionnaire qui est correcte. Et c'est pas forcément un mauvais prix, mais c'est sûr qu'il y a moins à gratter, que par rapport à 2022 où les multiples étaient quand même, en 2022, on était quand même au plus bas, hein, on était à 6. Bon, maintenant le timing est peut-être, un peu moins bon. J'espère que cette analyse vous a intéressé. C'est qu'à mettre un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.